À l'instar du climat ou de la biodiversité, le phénomène de la désertification est sous le regard des Nations Unies. Elle a sa COP, sa conférence des parties, et la 13e du nom s'est achevée le 16 septembre dernier à Ordos, en Chine. Ordos, une ville érigée en plein milieu du désert mongol. Bonjour Justine Richer. Bonjour Philippe. Chargée du programme Eau bien commun à la Fondation France Liberté. Alors cette COP13 tient ses origines du sommet de Rio en 92. La lutte contre la désertification est alors devenue une des priorités des Nations Unies. Alors tout à fait. En fait, suite à ce sommet sur les questions environnementales mondiales, ont été développées 3 conventions. L'une sur la diversité biologique, une seconde sur les changements climatiques, dont c'est celle qu'on connaît le plus et qui a donné lieu par exemple à la COP 21 à Paris il y a 2 ans, et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Donc c'est vraiment un enjeu très important dans la mesure où la dégradation des terres touche plus d'1,5 milliard de personnes dans le monde et on estime que 12 millions d'hectares de terres arables disparaissent chaque année. C'est vraiment conséquent et ça touche principalement l'Afrique et l'Asie. Alors qu'est-ce qui provoque non pas cette avancée des déserts mais bien cette désertification ? Oui, parce que justement, en fait, contrairement aux idées reçues, la désertification ne correspond pas nécessairement à l'avancée du désert, mais véritablement à la dégradation des terres. Donc c'est lié à la perte de biodiversité, et après, évidemment, ça contribue au changement climatique global. Donc c'est pour ça que c'est aussi lié aux 2 autres conventions issues du sommet de Rio. En fait, on a une altération de la végétation, donc la végétation disparaît, les racines également. À partir de là, les sols deviennent beaucoup moins poreux puisqu'il n'y a plus de racines qui s'y enfoncent. Donc l'eau de pluie ne s'y infiltre plus. Elle ruisselle plutôt sur la surface, donc ça va encore plus dégrader le sol. En plus de ça, l'eau n'est plus stockée. Donc on a une modification du régime hydrique et des échanges avec l'atmosphère aussi. Donc le sol n'est plus protégé. Là, il est complètement soumis à l'érosion, à la fois l'érosion mécanique des pluies, l'érosion à cause du vent. Donc on est vraiment sur un sol complètement fragilisé. Le réchauffement climatique est-il le principal facteur à cette désertification ? Alors ça y participe, mais en fait on estime tout de même que les principaux facteurs sont des facteurs anthropiques, puisque c'est vraiment la pression sur les ressources naturelles qui à la base sont renouvelables, donc vraiment la biodiversité, la végétation, sauf qu'elles sont surexploitées et donc n'ont plus le temps de se régénérer. Et le sol, en fait, c'est presque comme un organisme vivant. Il n'a plus le temps non plus de se régénérer, il est complètement appauvri, il n'est plus fertile. Et en fait, c'est des pratiques, des activités humaines comme le surpâturage, le déboisement, la monoculture, des cultures qui ne sont pas adaptées au milieu environnemental. Et puis après, ça peut être aussi de l'extension urbaine, le tourisme. Enfin, il y a vraiment énormément de facteurs, mais principalement d'origine anthropique. Alors la désertification a un impact sur les sols, la végétation, on l'a vu. Est-ce que cela a aussi un effet sur les populations ? Oui, absolument. Parce que, en fait, on parle vraiment d'un cercle vicieux. On a une baisse de la végétation, donc une baisse de la matière organique, donc des sols moins fertiles. Or, des sols moins fertiles, c'est un appauvrissement des terres et donc une production agricole insuffisante. Or, on parle de cultures soit vivrières, soit destinées au commerce. Donc évidemment, on va y avoir de larges conséquences sur les populations, des conséquences socio-économiques, une augmentation de la pauvreté évidemment. Et en plus, c'est généralement des populations qui sont très vulnérables, à la fois à la variabilité climatique, à la variabilité des prix agricoles. Donc voilà, ça peut vraiment alimenter des tensions sociales et puis souvent on arrive aussi à des situations de migration. Quel est l'impact du cycle de l'eau sur le phénomène ? Alors en fait, l'enjeu de désertification, bien souvent il est étudié sous l'angle du sol et on prend moins en compte le cycle de l'eau alors que c'est essentiel pour lutter contre la désertification et pour justement permettre au sol de rester stable ou en tout cas de se restaurer. Les sécheresses, donc qui ne sont pas la désertification, la sécheresse c'est une insuffisance de pluie, participent grandement au processus de désertification et l'accélèrent en plus. Et selon les derniers rapports du GIEC, a priori on va avoir une recrudescence de ces sécheresses, donc de cette insuffisance de pluie et donc une progression de la désertification. Or, lutter contre la désertification, ça passe aussi beaucoup par restaurer la végétation pour augmenter l'évapotranspiration, donc l'eau qui vient finalement de cette végétation pour aller vers l'atmosphère, et ensuite remettre en place un cycle de l'eau comme un cercle vertueux finalement, puisqu'après
c'est également les racines qui vont permettre à l'eau de s'infiltrer dans le sol va pouvoir stocker l'eau, et donc ça permet aussi sur le long terme d'avoir un sol régénéré, une végétation régénérée. Donc c'est vraiment un enjeu international de climat et de développement dans lequel le cycle de l'eau peut être une solution. Et justement, la semaine prochaine, nous verrons avec vous quelles sont les actions possibles pour lutter contre cette désertification. Merci Justine Richer. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourry, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.